Cet épisode a une distance de 10 km à un pace de 6 minutes. Salut, c'est Coach Bill. On est de retour pour une saison 3 de Coureur.io dans une formule renouvelée. Ici Coach Frank. Évidemment, on poursuit notre mission de vous accompagner dans votre pratique de la course à pied, en étant pertinent, mais surtout en ayant bien du fun. Allô, moi c'est Coach Isa, je suis la petite nouvelle qui joue à l'équipe. Mets tes souliers, prends tes écouteurs parce qu'on part pour une belle course ensemble. Il y a un moment où on a besoin d'une motivation extrinsèque pour se garder focus dans notre sport. Pour certains, c'est un premier 10K dans 6 mois. Pour d'autres, c'est de faire un premier 5 km en continu au courant de l'été ou encore un premier marathon dans 1 an ou 2, par exemple. C'est ce qui aide à garder la discipline de s'entraîner jour après jour, quand on a un objectif comme ça lointain, puis qu'à chaque jour, on peut l'avoir dans la mire, puis c'est ce qui nous motive à le faire. Il existe aussi des défis de groupe qui peuvent galvaniser plusieurs personnes autour d'un objectif de taille qui a l'air plus grand que nature, inatteignable, mais qu'en groupe, c'est possible de le faire. C'est là que la force, justement, du groupe entre en jeu. C'est pourquoi aujourd'hui, on voulait vous parler de ce que l'engagement envers une cause ou un groupe peut apporter dans une démarche d'entraînement. Mais avant toute chose, moi, j'ai la question la plus importante pour toi, Coach Isa. As-tu couru cette semaine? Yes, oui, Coach Bill, j'ai couru cette semaine, ma première sortie depuis 6 semaines de convalescence, que j'ai fait mes petits intervalles pour aller tester mon corps et introduire ça tranquillement. Ça l'a super bien été. Donc, c'est reparti pour moi. Tu devais vraiment avoir hâte de pouvoir dire oui à cette question-là. Ça fait plusieurs fois que tu me la poses la question, puis non, j'ai pas couru. Là, oui, c'est reparti. Ça, c'est cool. Puis toi, Coach Bill, as-tu couru cette semaine? Oui, j'ai couru, puis je l'ai nommé dans le dernier épisode. Je suis encore une fois là à rajouter les longues sorties pour en vue d'Ottawa, en vue du marathon d'Ottawa fin mai. Et puis là, on enregistre ces week-ends de Pâques. Alors, j'ai fait ma sortie longue, puis j'ai même fait une espèce de... Bon, il y en a qui disent que c'est pas si évident que ça, là, mais j'ai fait une espèce de forme de lapin de Pâques avec ma course, avec 2 belles oreilles. Moi, je le trouvais très cool. Je l'ai reconnu tout de suite. Bon, cool. Mais tu me rassures. Fait que ça veut dire que mon dessin était quand même pas si à côté de la plaque que ça. Tu le prévois-tu d'avance ou bien... Celui-là, ouais, je l'avais dessiné d'avance. Mais je t'avoue que, en fait, j'avais vraiment un point A au point B à aller parce que je m'en allais rejoindre des gens pour un brunch. Et puis, je l'ai dessiné comme ça pour faire quand même un bon tour de la ville. J'avais assez long à faire. Puis, vers la fin, j'ai dit, tiens, il me manque juste une oreille, puis ça ressemblerait peut-être à un lapin. Fait que je l'ai triché, puis je l'ai ajusté, mais je l'avais fait d'avance, puis je l'ai retenu par cœur après ça pour le faire en ville. Là. Ah, quand même. OK, par cœur. C'est bon. Hey, mais là, ça fait bien comme introduction pour le sujet aujourd'hui. Parce que là, tu parles d'Ottawa, puis, tu sais, moi aussi, je t'ai inscrit à Ottawa. Je vais faire le 2, le 5 et le 10 km. Mais aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais cette semaine, j'ai couru 5 fois 1 minute de course avec 1 minute de marche. Puis c'est ça qu'on veut parler aujourd'hui, c'est que justement, quand on a un objectif à plus long terme, ça nous permet de passer de notre point A à notre point B. Donc, mes 5 fois 1 minute va devenir 17 km. J'ai une petite réflexion dans mon calcul. 10, ça va devenir 17 km. Donc, c'est ça qu'on veut vous parler de notre expérience à nous dans l'implication au niveau des courses, au niveau des groupes d'entraînement ou, comme les demoiselles, là, quand on ramasse des fonds pour une cause. Puis aussi, vous parlez que peut-être c'est plus accessible que vous le pensiez, parce qu'au final, quand on commence pas déjà capable de réaliser le défi. C'est ça le beau du défi, c'est tout le chemin qu'on parcourt pour atteindre cet objectif-là. Ouais, vraiment, puis t'as raison. Et puis, je commencerai par c'est quoi un défi, puis comment on peut qualifier ça. Puis, je suis allé chercher la définition d'un objectif SMART. C'est utilisé dans plusieurs sphères, mais notamment pour de la fixation d'objectifs, fixation d'un défi, par exemple. Un objectif SMART, c'est un acronyme qui va dire pour le S, donc spécifique, mesurable. Le A, là, c'est ambitieux, atteignable, là, dépendamment de la sphère, là, on peut jouer avec ça. R pour réaliste et T pour temporel. Donc, le spécifique, c'est, OK, j'ai un défi de course à pied, de courir, mettons, comme toi, là, 2, 5, 10, de faire mes 3 courses sur 2 jours.
Mesurable. Ben, OK, je veux les réussir. Fait que si tu atteins la ligne d'arrivée, mais c'est mesurable, c'est objectif, c'est factuel, on le voit que tu as passé la ligne. Ça pourrait être aussi mesurable avec un temps. Dire, ben, moi, je veux faire mon 10 km en bas d'1 heure, par exemple. La même chose, c'est mesurable. Ensuite, ambitieux. Le côté ambitieux du défi est super important. Dans l'objectif aussi, c'était facile. Comment voulez-vous que ça vous motive? Si vous êtes capable déjà de le faire, c'est pas un défi. Finalement, c'est pas un objectif à atteindre. C'est déjà atteint, puis vous le réalisez déjà. Fait que le ambitieux, je dirais le petit thrill de quand tu te dis « Hey, je m'inscris », puis là, oh shit, que j'ai fait? Là, le petit doute, le petit ben ça vous dit normalement que c'est ambitieux. T'sais. Un réaliste, fait que la ligne entre ambitieux et réaliste, là, on comprend qu'elle est super mince. Si je dis, Coach Frank en a parlé dans un autre épisode où il voulait faire 2 marathons dans sa première année où il a fait un marathon, il voulait en faire 2 dans son année, puis son coach a dit peut-être pas une bonne idée, là. T'es mieux, fais-en un, fais un demi à l'automne, puis on va se préparer pour ta prochaine saison. T'sais, c'est là que son coach est venu lui dire ton objectif est peut-être un petit peu irréaliste ou risqué dans ton cas. Puis temporel, ben dans la course, justement, c'est que souvent il y a une date là. C'est pas je vais le faire un jour, c'est je veux faire le petit train du Nord ou Montréal, par exemple. T'sais, où là, il y a une date, puis c'est fixé, puis c'est à cette date-là qu'on veut que ce soit réalisé. Puis après ça, c'est fini. Le défi, il est complété, il est fini. On peut s'en définir un nouveau, mais celui-là, on peut dire check, c'est fait. Je vais déjà faire du pouce sur le fait d'avoir un défi ambitieux, parce que les premières fois qu'on sort, c'est lourd, c'est dur, c'est désagréable, ça fait mal, c'est souffrant. Puis là, on se dit, OK, je vais me donner un défi ambitieux. Tu sais, c'est déjà ambitieux de se lever de son divan puis d'aller courir. Mais l'idée ici d'ambitieux, c'est d'aller créer de l'intérêt ou de la curiosité. Juste, mettons, les gens à l'extérieur de toi. Je vais parler un peu plus tard, tu sais, j'ai fait Compostelle quand j'avais 19 ans, mais quand je le nomme, ça, j'ai fait Compostelle. Ah, t'as fait Compostelle? Ouais. Ou quand je l'annonçais que j'allais faire Compostelle. Ah, ouais, tu vas faire Compostelle. Ça vient créer quelque chose d'attrayant. C'est un peu cet aspect-là. Fait que l'aspect ambitieux, c'est pas de dire, je vais aller faire quelque chose d'encore plus souffrant puis de plus désagréable. C'est quelque chose, as-tu un mot? Je cherche un mot. Désirable. De se trouver quelque chose de désirable. Pour toi ou pour les autres? Pour toi, mais pour les autres aussi, qui viennent te refléter quelque chose d'impressionnant, puis finalement, c'est flatteur pour l'ego. Carrément. Puis, pendant que tu parlais, je t'écoutais, ça m'a fait penser à quelque chose. Il y a une théorie aussi qui dit que, mettons, tu dis, OK, tu l'as nommé, je vais faire Compostelle. OK, là, tout le monde déjà, wow, c'est hot. Mais t'as rien fait, là? Non. T'as encore rien fait et tu reçois beaucoup de gratitude. Oui. T'es fier parce que les gens, justement, t'admirent, etc. Tu reçois l'admiration et t'as rien fait. Fait que de passer ce stade-là puis de dire, OK, maintenant, je vais aller souffrir puis je vais aller le faire alors que j'ai déjà tout reçu. Oui, c'est ça. C'est dur, pour vrai. Puis c'est documenté, ça. Puis c'est vrai dans tout, là, dire, mettons, moi, je me suis inscrit, je vais faire mon bac. T'as juste payé des frais d'inscription, là. T'as rien fait encore, là. Tout le monde, wow, c'est cool, t'es courageux. Oui. Mais, fait que c'est de passer au-dessus de tout ce qu'on reçoit là, cette admiration-là qu'on reçoit, puis dire, OK, maintenant, j'en ai pour 2 mois, 6 mois, 3 ans pour atteindre mon objectif. Puis pendant tout ce temps-là, il n'y a pas grand monde qui va vous féliciter ou tout ça parce que l'annonce est faite, puis il n'est pas fait encore. Après, vous allez en avoir un peu. Mais c'est un moment, c'est un flottement qui est quand même tough, là. Oui, ça prend un bon mental. Puis en plus de ce que tu dis, tu te commets. Une fois que tu l'annonces, c'est comment je vais faire ça? Ben là, t'as l'air fou un peu si t'arrives pas à atteindre tes objectifs. Je vais commencer en parlant de moi, qu'est-ce qui a contribué à ce que je sois assidue dans l'entraînement. En fait, puis je trouvais ça difficile comme kinésiologue quand je pratiquais parce que c'est comme fallait que je sois parfaite. J'avais un niveau, les gens avaient des attentes puis il y avait un niveau qu'il fallait que j'atteigne puis que je maintienne, puis c'était vraiment pas le cas, là. Pour être honnête, j'aimais ça apprendre la kinésiologie, j'aimais ça l'enseigner, j'aimais ça l'appliquer. Mais moi, d'aller courir ou faire des sports, ça m'intéressait pas. Là où j'ai trouvé mon assiduité, c'est dans l'enseignement, c'est dans l'entraînement. J'étais obligée, moi, à 5 heures le soir, d'aller donner mon cours de Zumba ou mon cours de musculation ou mon
mon entraînement de course à pied. Donc, j'ai pas le choix. Faut que je sois capable. Si je veux faire courir 5 kilomètres un groupe de personnes, faut que je sois capable de courir le 5 kilomètres. Donc, ça m'amenait à aller m'entraîner. Donc, moi, ça a été quelque chose qui m'a maintenu dans mon assiduité. Puis, la deuxième chose en fait, ça a été un retour parce que j'ai arrêté de pratiquer pendant 7 ans. C'est quand j'ai commencé à faire les demoiselles. C'est quand je me suis inscrite avec les demoiselles. Il y avait ce sentiment, c'était très ambitieux comme projet. Et puis, même comme kinésiologue, même si je savais ce que ça impliquait, ça dépassait l'entendement, là, de dire courir 100 kilomètres. Donc, c'était un chapeau lourd à porter. J'ai été tellement assidue, je voulais pas me blesser. J'ai dit, je vais écouter mon coach. Je me suis impliquée, je me suis investie. Puis c'était tellement gros que j'avais pas le choix de donner une part importante dans ma vie, dans mon quotidien. Je pouvais pas dire, je vais consacrer 10% de mon temps ou 10% de mon énergie à m'entraîner pour les demoiselles. C'est pas suffisant. C'est clairement pas suffisant. J'ai envie de dire, ça a été 50% de ma vie. Donc, les autres choses doivent prendre moins d'importance. Donc, quand tu as un défi, justement, qui est ambitieux, ça vient prendre beaucoup de place, beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, mais tu es tellement investi que tu arrives à être assidu. Donc, tu viens chercher cette assiduité-là que tu peux ne pas avoir quand c'est juste pour te mettre en forme. C'est louable là, de vouloir se mettre en forme, mais tu dis, là, je vais le mettre dans 10% de mon temps, 10% de mon énergie. Puis souvent, il va y avoir quelque chose qui va prendre 50% de ton temps puis de ton énergie. Fait que tu vas tasser les choses qui prennent juste 10%. Fait que l'entraînement va prendre le bord assez rapidement, ou une semaine, ou un mois. Puis à un moment donné, tu fais, là, j'ai perdu le momentum. Fait que ça finit que tu laisses ça de côté. Puis toi, Billy, je voulais savoir, qu'est-ce qui te maintient dans ton assiduité à courir? Oui, avant de te répondre à cette question-là, j'aimerais ça faire un retour sur 2 choses que tu as dit. Premièrement, s'il y en a qui pensaient qu'on avait vidé le sujet de demoiselles, vous connaissez pas Coach Isa, je pense que habituez-vous, on va en entendre parler encore souvent, mais c'est une bonne cause. Fait que moi, il y aura toujours de la place sur le podcast pour ce sujet-là. L'autre chose, c'est te nommer, j'avais besoin d'être un modèle, un exemple pour les gens que j'entraînais, puis je devais être en mesure de faire aussi, si c'était de faire un 5 km avec le groupe, il fallait que je sois capable de le faire moi aussi. Coach Dom avait nommé ça aussi, que c'était pour lui, c'était un enjeu de démontrer sa compétence en course pour être un coach crédible. On avait débattu un petit peu là-dessus. Je le rejoins, par exemple. Autant je pense que tu peux être un excellent coach, puis à la limite, là, je vais aller au bout du spectre, pas être en forme, là, mais si tu as toutes tes théories puis tu connais bien le sujet, tu es capable de conseiller quelqu'un même si tu le pratiques pas. Les coachs au hockey, c'est pas nécessairement des excellents joueurs, mais c'est des excellents stratèges puis sont capables de voir le potentiel dans quelqu'un ou voir si quelqu'un s'en va dans le mur. Mais effectivement, moi aussi, personnellement, je me sens comme ça. C'est-tu pour me prouver à moi-même là, que je suis justement là, fighter le sentiment le syndrome d'imposteur peut-être. Ouais. Mais ça a commencé avec j'ai été impliqué dans le Grand Défi Pierre Lavoie au collégial, moi comme encadreur, donc j'étais dans les employés, puis j'encadrais des étudiants qui voulaient faire le Grand Défi Pierre Lavoie. Puis ça a été la première fois où j'ai redonné à d'autres, que je pratiquais pas juste pour moi, je pratiquais ma course en vue d'aider des gens aussi, aider des jeunes à accomplir un défi plus grand que nature, justement, qui était le Grand Défi Pierre Lavoie. Je pourrais en parler un peu plus, mais essentiellement, les jeunes font un relais Québec-Montréal. Et puis, ça m'avait frappé de dire, OK, maintenant, je suis un modèle, les jeunes me regardent, ils viennent chercher conseil auprès de moi, auprès de nous, le groupe d'encadreurs qu'on était. Ça m'a motivé à rester assidu à la course, puis à continuer, puis à pas me blesser aussi, tu sais. Tu dis, OK, faut que je lui montre que je suis bon, mais faut être bon, c'est pas juste savoir courir vite. Au contraire, c'est savoir bien courir puis savoir quand s'arrêter. Fait que ça a été déjà un premier réveil vers le coaching pour moi, puis vers c'est quoi être un modèle pour les gens, puis qu'est-ce que ça implique, puis qu'est-ce que je peux m'imposer, puis qu'est-ce qui est déraisonnable de m'imposer aussi pour cette image-là que je veux projeter. Là, j'ai pas répondu à ta question, qui était qu'est-ce qui me garde focus au jour le jour. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, après presque 10 ans de course continue, presque sans arrêt, je te dirais que là, c'est une motivation purement intrinsèque. Là. J'ai vraiment le goût, l'envie de courir. J'oserais dire le besoin de courir. Fait que je sens pas nécessairement le besoin d'avoir un objectif fixe dans le temps, d'avoir un... C'est cool, là. J'adore l'événementiel.
Je tripe, je vibre dans l'événementiel. Je parle beaucoup de la course d'Ottawa. Au mois d'août, voir la course des tortues. Tu sais, je les regarde, ça me donne j'ai hâte à l'événement, mais je te dirais quasiment comme j'aurais hâte à aller voir un show au Centre Bell, là. J'ai hâte de vivre cette journée-là, mais j'ai pas nécessairement besoin maintenant, dans ma pratique de la course, j'ai pas nécessairement besoin de ça pour aller courir aujourd'hui, demain puis après-demain. Puis qu'est-ce qui vient encadrer le nombre de kilomètres ou le nombre de sorties que tu vas faire? C'est plus... ça, c'est un sujet, là. Puis pour vrai, ça fait un bout qu'on en parle, là. Va falloir le faire, ce fameux épisode-là. Suis-je coachable? Je vais avoir beaucoup de contre-exemples. Tu sais, je coach du monde. Coach Frank l'a dit que lui, il a son coach. Moi, j'en ai pas. Et puis, c'est vrai que ça peut être risqué. Je suis pas un bon exemple. Je te pose la question. Moi, je sais que dans le fond, t'es pas coaché, mais c'est ça. Tu viens déterminer ta motivation intrinsèque. C'est-tu la même motivation? Tu vas pouvoir faire un 5, un 10, un 15, un 25? C'est suffisant? Oui. Oui, de savoir. Je pense que tu touches un point. C'est de savoir que demain matin, il y a une gang qui m'appelle. Hey, on s'en va courir 15, tu viens-tu? Oui. Tu sais, je suis prêt, puis je suis capable d'aller le faire. Dans ces distances-là, c'est pas un enjeu, puis j'ai du fun à faire ça. À courir 1 heure ou 2, par exemple. Je sais que je peux le faire, entre guillemets, n'importe quand, parce que je maintiens un niveau de forme X. J'étais un petit peu plus attentif récemment, justement, à mon volume, parce que je sais que si je pars en fou, ça marchera pas, je vais me blesser. J'ai beaucoup d'épisodes comme ça, ou des petites blessures, là, pas, j'ai rien de majeur, mais qui m'ont reculé, qui m'ont ralenti dans l'atteinte d'un objectif. Mais fait que je surveille, tu sais, je fais mes cycles quand même, là, tu sais, je cours pas juste comme un épais à faire n'importe quoi, là. Mais juste ça, je pense, ouais, de savoir que à n'importe quelle journée qui m'est donnée, je peux aller courir avec quelqu'un, je vais le suivre, je vais avoir du plaisir, puis ça, c'est cool. Mais je te relance là-dessus parce que justement, ce que tu dis, effectivement, moi aussi, ça me ferait de quoi, tu sais, que mes amis qui sont les anciennes demoiselles, hey, on part courir, peut-être pas, bon, pour un 15, ça se pourrait, là, mais mettons, on va faire un 8 ou un 10. Tu sais, aujourd'hui, je peux pas, je trouve ça vraiment plate de pas pouvoir aller avec elles pour courir, mais c'est ce que ça m'a permis, les demoiselles, c'est de me créer un réseau de personnes qui courent, parce qu'avant ça, j'avais personne qui courait autour de moi, fait qu'il y aurait pas personne qui m'aurait appelé, viens-tu courir un 8, un 10, un 15. Là, j'ai ce réseau-là, fait que au-delà du défi lui-même, j'ai rencontré des personnes, je me suis entourée de ces personnes-là, puis ça maintient dans l'activité physique, même s'il y a plus les demoiselles, même si je les coach, c'est pas la même chose, mais ça vient créer un réseau d'amitié parce qu'on a une cause à cœur en commun, puis une activité physique. Donc, c'est ça l'idée. En fait, l'idée de départ, on discutait hors micro, moi puis Billy, puis là, dire qu'est-ce qui se passe, c'est sûr, je ramène encore ça aux demoiselles, mais qu'est-ce qui se passe dans les demoiselles qui fait que quelqu'un va partir de 0 course à pied puis se mettre à courir de façon assidue pendant plusieurs années? Qu'est-ce qui fait que les filles le refont d'année en année? Parce qu'on va se le dire, là, c'est pénible. Là. Moi, ma première année, j'ai perdu 5 ongles d'orteil, puis j'ai pas couru pendant quelques mois. C'est vraiment difficile, mais je savais déjà, j'étais en train de perdre mes ongles d'orteil, puis je sais que je vais me réinscrire dans les demoiselles, je vais me réinfliger ça. Toi, Billy, de ton aspect, d'un point de vue extérieur, comme coach, c'est quoi? Qu'est-ce que tu penses qui est autant accrocheur dans un défi comme ça, les demoiselles? Hey, tu vas me trouver tannant, mais là, j'ai une petite parenthèse à faire. Parce que t'as parlé que t'as eu des ongles d'orteil noirs, puis t'as perdu des ongles d'orteil, puis je veux faire je veux rétablir les faits. La semaine passée, dans l'épisode sur les souliers, en réécoutant a posteriori, j'ai dit que si vous preniez des souliers trop petits, vous pouviez avoir les orteils noirs, puis même en perdre. Vous perdrez pas des orteils, OK? Les ongles d'orteils noirs, et vous pouvez perdre des ongles d'orteils. Ça, oui, c'est déjà assez dégueu comme ça, mais vous perdrez pas d'orteils. Tu sais, j'étais peut-être allé un peu trop loin, là. C'est ça. Fait que donc, c'est les ongles d'orteils. Je vais juste remettre les faits. Qu'est-ce qui amène ça? C'est sûr que, puis t'as nommé quelque chose de super intéressant. Il y a des gens qui vont avoir une compétence en course. Je pense à Trois-Rivières, là, connu, Patrick Charlebois, qui court pour des causes, mais c'est un coureur avant tout. Il a décidé de mettre sa compétence de course à profit d'une cause, prendre son nom, sa notoriété comme coureur, d'aller faire plusieurs marathons majeurs dans le monde pour lever des fonds pour une cause. Ça, c'est une chose. C'est un coureur avant tout qui a décidé de mettre ça au profit, au bénéfice de des causes. Dans des cas comme que ce soit les demoiselles, le Grand Défi Pierre Lavoie, c'est l'inverse.
c'est qu'on croit à une cause, puis on va s'impliquer, puis on va faire adhérer des gens à la course à pied. Dans les deux cas, c'est la course, ça pourrait être un autre sport. Puis on va prendre des gens qui vont commencer à courir parce qu'ils croient tellement à la cause. Fait que déjà, là, on vient, tu disais, j'annonce aux gens, hey, je vais faire telle affaire, je vais faire tel défi. Mais si c'est une cause auquel tu crois, t'es encore bien plus accroché à le faire. Puis c'est encore plus fort quand c'est un groupe parce que là, t'es 20, 30, 50 à croire à la même chose. Puis dans les moments de doute, ben, t'as des gens qui sont exactement dans le même bateau que toi, qui peuvent te donner la tape dans le dos, qui peuvent, parce qu'ils savent, ces gens-là savent que quand ce sera leur tour, tu seras là pour eux. Mm-hmm. Puis non seulement par rapport au sport à la course, parce que ça, c'est tough pour tout le monde, surtout quand t'as des débutants dans l'eau, mais en plus, c'est que t'es mu par la cause, puis c'est ça qui t'inspire à dire hey, écoute, moi j'ai choisi de courir pour faire ça, puis je prends les demoiselles, ces femmes-là ont pas choisi de subir de la violence, par exemple. Moi, le petit geste que je peux faire, c'est pas grand-chose. C'est comme, OK, je vais continuer, je vais le faire, puis je vais aller courir, puis je veux faire connaître ma cause, je veux amasser plus d'argent, peu importe. Fait que ce volet-là vient ajouter un côté très émotif à la course. Au-delà de l'émotion de « Hey, je fais le pas aujourd'hui, ça me tente pas, j'y vais pas », ben là, si tu te rappelles « OK, pourquoi je le fais, pour qui je le fais », ça, je veux pas lâcher ça. Fait que ça vient te raccrocher avec un élément qui est très émotif, qui est hors du sport. C'est pas juste de dire je veux réussir mon 10 km à l'automne, tu sais, c'est pas grave, c'est en saute une course. Là. Mais quand t'es dans une cause comme ça, je pense que c'est vraiment tout ce volet-là, le volet et groupe, et solidarité, et tout l'émotif par rapport à ça, surtout si c'est quelque chose auquel tu crois fondamentalement. Effectivement. Ça vient pallier justement aux journées où tu n'es pas motivé. Puis ça vient pallier, comme tu dis, à l'inconfort qui des fois peut être extrême. Là, courir avec un ongle qui est en train de tomber, ça fait mal en temps. Puis tu te dis, effectivement, il y en a qui ont mal aussi, puis ils n'ont pas choisi. Effectivement. Ce que j'ai envie de rajouter à ça, c'est le sentiment de faire partie d'un groupe qui est tissé très serré. Je sais pas si tu as déjà fait des sports d'équipe. Là. Moi, ça n'a pas été le cas là, non plus. Quand j'étais plus jeune. Mais tu sais, je les voyais, ceux-là, au secondaire, là, qui est la gang de football, puis la gang de hockey, la gang de danse. Puis j'ai retrouvé ça à l'intérieur des demoiselles où tu fais le même défi, tu rencontres à peu près les mêmes obstacles, les mêmes difficultés, puis t'as l'impression qu'il y a juste une autre demoiselle qui peut te comprendre. Donc ça, ce sentiment-là, je pense que c'est ce qui peut faire en sorte que les filles s'inscrivent d'année en année parce que c'est tellement fort, c'est un réseau social tellement fort puis supportant que ça peut amener les gens à dire, ben, ouais, je vais continuer de courir, je vais continuer d'avoir cette habitude-là dans ma vie pour un autre gain, justement, comme tu disais, qui est extérieur au sport en lui-même. Je reviens sur Grand Défi Pierre Lavoie que j'ai nommé tout à l'heure. Au cégep, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait décidé à une certaine année que ça devenait une équipe sportive officielle aussi. Fait que c'était devenu Cégep de Trois-Rivières, c'était les Diablos, nos équipes sportives, que ce soit football, soccer, volleyball, etc. Ben, le Grand Défi Pierre Lavoie était une équipe Diablos. Okay. Pour justement créer le sentiment d'appartenance. Puis tu vois, je l'avais jamais vu comme ça. Puis la course à pied est un sport éminemment solitaire. Ça se pratique seul. T'as pas besoin des autres pour le faire. Mais d'aller chercher comme ça, comme tu dis, si tu t'engages dans un défi, tu vas chercher l'effet d'une équipe sportive. Pareil comme une équipe de hockey, par exemple, où tu progresses ensemble, tu progresses envers le même objectif. Puis tu vas chercher du soutien justement parce que les autres veulent que tout le groupe réussisse, finalement. Tu veux que l'autre réussisse aussi. Alors que dans une course, mettons, si t'es tout seul, puis tu t'inscris justement dans une course organisée, ben t'es là pour toi, t'es pas là pour les autres, là. Alors que quand c'est ça, je pense, ouais, tu touches un point intéressant. Ça vient générer dans un sport solo un effet de groupe, un effet d'équipe, où tout le monde travaille ensemble, même si chacun doit faire son entraînement. Là. Exact. Puis moi, la première, quand j'ai commencé à courir, je voulais courir toute seule, avec mes écouteurs, avec ma musique. Puis c'était mon moment pour moi. Puis c'était un challenge de commencer les demoiselles puis de dire, OK, je vais devoir courir en équipe. Puis là, il y avait des filles qui calaient des sorties de groupe. Puis ça a été quand même long avant que je m'intègre à ces groupes-là.
Puis je sais qu'il y en a plusieurs qui le manifestent. Ah non, moi, c'est un moment pour moi, je veux courir tout seul, je vais trouver ça difficile de courir avec des gens. Mais du moment, quand il se produit le pré-défi où, justement, on est challengé jour et nuit, manque de sommeil, manque d'énergie, des bobos qui sortent, le fait de pas sortir courir tout seul, ça fait en sorte que tu vas réussir à le faire. Parce que, tu sais, je prends un exemple, tu es rendu à ton 3e relais, il est en pleine nuit, tu as de la douleur. C'est clair que tout seul chez vous, tu sors pas. C'est sûr que tu vas pas te lever à 2 heures du matin en douleur, manque de sommeil pour aller courir, là. Tu vas dire, mais non, faut que j'aille récupérer. Mais là, le fait qu'il y en a 4 autres qui se lèvent puis qui sont motivés parce que ce soir-là, peut-être qu'elles vont être en bon état, disons-le comme ça. Moins pire. Moins pire. Tu te dis, bon, ben, c'est correct. Tu sais, moi, je les lâche pas. Je vais pas rester à l'aréna alors que les autres, ils vont aller faire leur X nombre de kilomètres. Donc, il y a cet effet-là. Puis, à partir de ce moment-là, moi, j'ai eu de la difficulté à recommencer à courir toute seule. Fait que cet effet-là, accrocheur de groupe, là, c'est vraiment puissant. Même si tu as une tendance à vouloir être plus coureur solitaire. Le fait du groupe génère aussi l'engagement. Tu sais, pour vrai, ton exemple de sport d'équipe est tellement fort, là. J'y avais pas pensé, mais tu sais, si le goaler se présente pas, là, il n'y a pas de game. On s'entend, là? Ça, c'est clair. Et chaque joueur est important dans le sport. C'est sûr que dans un groupe de course, s'il y a une personne qui se pointe pas, ça va le faire pareil. Mais reste qu'il y a quand même un engagement de dire, OK, on s'entraîne le lundi soir et tout le monde doit y être, tout le monde doit être là. Mais si tu y vas pas, les autres t'attendent, là. Ils sont pourquoi elle est pas là, puis pourquoi elle est pas venue. Puis de s'engager comme ça envers un groupe, c'est facilitant aussi par la motivation parce que tu réfléchis un peu moins. Ah, je vais-tu ce soir, je vais-tu pas? Ça me tente pas? C'est non, j'y vais. Les gens s'attendent à ce que je sois là, s'attendent à ce que je fasse partie du groupe, que je supporte, que j'amène mon énergie, ma couleur. Mais ça, c'est très, très, très fort au niveau de la motivation, peu importe le sport, là, quand tu as un engagement comme ça. Comme tu dis, tu as un engagement. Seul chez vous, ben t'en as pas d'engagement, il y a personne qui t'attend dans la rue, là. C'est ça. Tu y vas pas, puis je peux aller, il y a rien qui a explosé, c'est pas grave. Personne va m'en parler. Tu sais, si je saute un midi de course, là, il y a pas personne qui va me dire, t'es pas allé? Ben non. Je dis, moi, je t'ai demandé, as-tu couru cette semaine? Ouais. Mais non, sinon les autres, peut-être pas. Ouais, t'as raison. J'ai un commitment envers les auditeurs parce qu'il faut que je nomme ma course. Très bon. J'ai le goût de revenir sur ce qu'on a dit au début de quand t'annonces à quelqu'un que tu vas faire un défi ambitieux, puis toute la gratitude puis l'admiration que tu reçois, comment tu peux garder ça tout au long de ton objectif sans écœurer le monde autour de toi non plus, là. Tu sais, le but, c'est pas de dire hey, je suis allé encore cette semaine, puis hey, mon volume augmente, c'est pour vrai. Le monde autour de nous autres, je dirais pas qu'ils s'en sacent, là, mais tu sais, je veux dire, faut que tu aies trouvé quand même à un moment donné une motivation intrinsèque que ça vienne de toi, puis tu sois fier de toi-même, parce que tout le long du processus, moi, je trouve que ça me nuise énormément, ça. À part tes fans numéro 1, puis tes gens qui comprennent vraiment pourquoi tu le fais, tu sais, eux autres vont continuer à t'encourager. Mais c'est pas si fort que ça, là. Tu sais, je veux dire, à la limite, mes parents savent pas trop c'est quoi ma pratique de course à pied, là. Ils savent que je cours, là, mais tu sais, je pourrais leur dire n'importe quoi, là. Ah, j'ai fait 62 km. Ah, ouais, c'est cool. Non, c'est pas ça, là. Ça se peut pas, là. Tu sais, fait que c'est vraiment, je pense, des gens, c'est là où le groupe, justement, a une meilleure connaissance. Tu sais, ils savent ce que ça veut dire. Quelqu'un qui est un coureur, puis surtout qui est dans le même défi que toi, il sait ça à quoi à travers tu passes. Oui. Puis tu sais que si tu y partages, ben ça va être une réaction qui est sentie puis qui est impliquée, là, que la personne a assez de quoi tu parles, là. Oui. Mais sinon, au jour le jour, dans notre entourage, à part, comme je disais, le buzz initial de dire « Hey, je vais faire telle affaire », puis peut-être à l'approche du défi, puis après, tu sais, que « Hey, je l'ai réussi », que t'as encore un petit surf un petit peu sur quelque chose. Mais là, entre les deux, là, oh! Mais vraiment, ouais. Ça, là, c'est plus tough. Ouais, c'est un gros point. Ouais. Tu sais, l'objectif va t'amener du gaz, de l'énergie de l'entourage, mais je pense qu'il faut que tu réussisses à surfer là-dessus au début, mais après ça, générer puis trouver ta motivation à toi, parce que sinon, Effectivement. pas les gens qui vont te garder accroché tant que ça, là. Fait que t'as tellement raison dans ce que tu dis, l'effet de groupe, vu que extérieurement, les gens peuvent pas t'apporter les petits encouragements tellement nécessaires pour continuer. Parce que quand tu cours ton premier 3 km,
c'est pas grand-chose, mais la fille que ça fait pas longtemps qu'elle est passée par là, elle va dire, wow, elle va t'encourager, lâche pas, hey, super, t'as dépassé une barrière, puis la prochaine fois, ça va être 4, puis là, tu vas être capable, puis là, après ça va être 5, puis après ça. Mais tu sais, si je dis, je sais pas, à mon voisin, hey, j'ai couru 4 cette semaine, il va faire, hey, cool, tu sais, puis la semaine d'après, hey, j'ai couru 5, ok, tu sais, ouais, c'est beau, super, hey, j'ai couru 5, ok, reviens-en, tu sais, c'est juste 1 kilomètre de plus. Mais quelqu'un qui est passé par là fait comme, ouais, hey, c'est juste 1 kilomètre de plus, mais c'est tellement gros quand t'as des barrières psychologiques. Ouais, puis tu sais, tous les événements de course, quand on reste dans de l'officiel, c'est bâti 5, 10, 21, 42. À chaque fois, tu te doubles. Là. Fait que tu sais, l'ambitieux là, de Smart, là, il est là solide là, de passer d'un à l'autre. Parce que quand tu fais ton premier 5, tu dis « Oh shit, je pensais jamais y arriver, puis j'ai réussi. » Puis là, tu dis « Ok, ben ton prochain, c'est de faire le double. » OK. C'est pas si évident. Puis je l'ai déjà nommé dans un autre épisode. Combien de fois je suis arrivé, justement, tu disais, ma famille, c'est pas tant, c'est quoi ma pratique de la course. C'est bien correct, là. Mais combien de fois je suis arrivé, puis t'as-tu gagné? Ouais. Ah ouais, j'ai gagné. Mais ouais, j'ai gagné quelque chose, puis je suis fier de ça, tu sais. Puis j'avoue, tu sais, même moi-même, quand je fais quelque chose, généralement, pas que je suis excellent dans ce que je fais, loin de là, mais je suis très compétitif. Fait que quand je joue pour gagner. Si je joue, je vais donner le max de ce que je peux, puis tu sais, je me dis, j'ai une chance de gagner, de réussir, tu sais, même si c'est inatteignable, mais c'est pas grave. Mais tu sais, dans la course, je le sais que je gagnerai pas, puis que je la gagnerai pas, la médaille, mais je sais que je vais gagner contre moi pareil, tu sais, que je l'ai faite, j'ai réussi, puis peu importe le résultat, je vais être fier, je vais générer de la fierté cette journée-là. En plus, je te l'ai dit tantôt, moi j'aime l'événementiel. Fait que d'aller vivre la course, même les shots où j'étais blessé, c'est clair que j'allais dans les événements de course. Si c'est accessible, c'est proche de chez nous, j'y vais, je vais voir tous les gens que j'ai coachés, des amis que je connais, je vais... Tu sais, là, je m'écarte du sujet, c'est pas grave, j'ai le goût de le compter. Mon plaisir, c'est vraiment, quand je finis une course, c'est de repartir sur le parcours à l'envers puis d'aller chercher tout ça que je connais. Tu sais, de leur faire leur dernier kilomètre, dernier 500 mètres. Puis là, je vais faire le tour. Ça, c'est cool, là. T'embarques, tu vas chercher quelqu'un qui est à bout de souffle, il est plus capable, il pense qu'il va mourir, qu'il se rendra pas. OK, viens-t'en, on va le finir ensemble, puis tu sais, d'encourager la personne. Ça, je trippe à fond, là. Fait que j'ai du plaisir à faire ça. Puis au bout de ma journée, je suis fier de ma pratique de course globale, tu sais, dans tout ça. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ah, tellement. Puis ça, j'allais dire, tu sais, cet aspect-là d'aller, de devenir aidant pour les personnes, les autres personnes là, qui sont en train de terminer une course ou qui sont en train de s'entraîner, on n'est pas obligé d'être rendu coach ou on n'est pas obligé d'être rendu à courir des demi-marathons pour faire ça. Si toi, tu viens de commencer puis tu as couru ton premier 3 km, là, puis t'as passé par les intervalles, t'as passé par les difficultés, les hauts et les bas, puis là, t'es capable, c'est solide, tu fais 3 km, ben tu peux aller courir avec la personne qui débute. Tu peux déjà être quelqu'un d'encourageant, de motivant. T'as pas besoin de dire c'est quoi qu'il faut qu'il fasse son programme. T'es pas obligé d'analyser son patron de course, juste d'être à côté, de dire tiens, je vais aller le faire avec toi, je vais t'accompagner, oui, ça va être difficile, puis juste l'encourager, c'est presque terminé, let's go, on continue, tu te dépasses, je suis fière de toi. C'est tellement puissant, puis ça vient te donner l'énergie, parce que là, si tu fais ces 3 km, tu vas être rendu capable de faire quasiment 6 km, tu sais, c'est tellement valorisant d'aider. Puis c'est ça qu'on vient découvrir dans les groupes de course, parce que quand on court toujours tout seul avec ses écouteurs sur la tête, t'as pas l'opportunité d'aider quelqu'un, mais ça donne des ailes, là, venir aider. Ah, t'as raison. C'est pas juste de recevoir, c'est vraiment de donner. Puis tu sais, de voir que t'as aidé quelqu'un à se dépasser puis à réussir quelque chose qu'il pensait pas possible. Ah, sérieux, c'est vrai, c'est cool. Tu sais, j'y pense, là, puis je revis certains moments qui me sont arrivés, puis c'est très cool, ça. De voir le succès de l'autre, puis de savoir que tu as peut-être contribué un petit peu là, à l'empêcher de lâcher ou à bien réussir. Là. Effectivement. Donc, fait que là, on a parlé de l'effet de groupe, mais j'avais envie d'amener l'aspect individuel où quand on se dépasse, quand on se met dans des situations d'inconfort extrême, quand on perd nos repères, c'est là qu'on vient trouver des ressources à l'intérieur qu'on n'avait peut-être pas soupçonnées. Pour apporter cet aspect-là, j'avais envie de parler de Compostelle. Parce que dans le fond, Compostelle, la plupart des gens savent c'est quoi. C'est une longue marche de plusieurs jours en Espagne pour se rendre à Saint-Jacques-de-Compostelle. Moi, je suis partie de Saint-Jean-Pied-de-Port, donc j'ai marché 800 km. Ça m'a pris 33 jours pour me rendre à raison de, mettons, entre 15 et 40, entre 40 et 45 km par jour de marche.
Ça, c'est avec des températures extrêmes. Il fait vraiment chaud en Espagne. Tu as un pack-sac sur le dos. Faut que tu gères, faut que tu trouves ton endroit pour dormir. Et puis, tu sais, je l'ai fait à 19 ans. Puis ça, cette expérience-là, ça m'a justement amené ce point-là où, quand je suis trop dans mon confort, c'est pas là que je vais chercher la meilleure version de moi-même. En fait, c'est là qu'on vient de découvrir des forces, des qualités. Puis on est capable de faire beaucoup plus que ce qu'on pense. J'y vais avec la tranche de vie Compostelle. J'arrive à un village, puis bon, je m'installe, et puis je vais manger, et puis d'après moi, c'était pas très bon parce que je me mets à avoir mal au cœur et je suis malade toute la nuit. Puis juste pour expliquer, Compostelle, tu couches pas 2 fois au même endroit. Tu as un genre de passeport, puis tu peux pas rester dans la même ville pour laisser, à un moment donné, il faut que tu circules. Là, tu fais pas le touriste, là. Donc là, je suis malade pendant la nuit. Je sais, là, je regarde dans mon cahier, j'ai normalement, j'aurais comme une 20aine de kilomètres à marcher. Je vois qu'il y a une auberge à 8 kilomètres. Je me dis, si je fais 8 kilomètres, je vais avoir changé de ville, donc je vais avoir le droit. Fait que là, moi, je me dis ça entre 2 passages sur la bolle. Mais là, je me lève le lendemain matin. On le sait comment on se sent quand on a vomi toute la nuit. Je vais pas bien. Je m'habille, je prends mon pack-sac, puis là, je m'en vais marcher, là. Quand t'as la gastro, toi, Bill, là, qu'est-ce que tu fais? Tu restes dans ton lit. C'est ça. Ou t'écoutes une série sur Netflix, puis... Mais là, je pars, puis je m'en vais marcher 8 kilomètres. Hey, je marche pas vite, puis les gens autour de moi, tu sais, on finit par on se connaît parce qu'on se suit, on fait le même parcours. Les gens le voient, tu sais, que je vais pas trop bien, puis les gens me donnent des trucs à manger, mais tu sais, je suis pas capable de manger. Je marche mon premier 8 kilomètres, l'auberge est fermée. Ça n'existe plus, puis mon livre, il est plus à jour. Faut que je remarche un autre 8 kilomètres. Donc, pour la prochaine. Pour me rendre à la prochaine place. Fait que, tu sais, mettons, à l'époque, j'avais 19 ans, donc je me disais, quand j'ai la gastro, je suis même pas capable de vider un lave-vaisselle, tu sais. Puis là, j'ai marché 16 kilomètres. Donc, l'aspect, justement, des défis, je reviens avec des défis comme les demoiselles, c'est on réalise pas à quel point on est beaucoup plus capable qu'on pense, puis faut arriver à dépasser ça, puis on est tellement fiers de ce qu'on peut découvrir à l'intérieur de nous. Là, c'est juste marcher 16 kilomètres, mais tout l'aspect psychologique, mental, on est pas mal plus solide qu'on pense. Ouais, c'est ça, comme tu dis, que ce soit dans l'adversité ou mis devant une situation particulière, souvent on va aller trouver des ressources qu'on pensait pas possibles. Puis c'est là justement qu'on se dépasse puis qu'on va plus loin, là. Mm-hmm. Puis ça m'amène à parler aussi, quand on sort de notre routine, quand on fait des choses qui sont différentes, on s'ouvre. Bon, je veux pas aller dans l'aspect spirituel, là, mais tu sais, on s'ouvre à la vie, puis on se permet de rencontrer des personnes, des coïncidences, des belles circonstances. Le fait de faire les demoiselles, j'ai rencontré des personnes que j'aurais jamais croisées dans mon quotidien. Dans le tatouage, j'étais en congé de maternité, tu sais, j'avais pas... Ça t'a créé un nouveau cercle social, finalement. Exactement. Je me suis ouvert à d'autres styles de personnes qui m'ont amené à, regarde, on a connecté, on fait le podcast. Mm-hmm. Après ça, bon, plein d'opportunités dans la vie. Donc, d'aller sortir de sa zone de confort, même si on se dit, ouais, mais ça, c'est pas moi. Même si les autres personnes autour de soi disent, ouais, mais tu cours même pas 2 kilomètres, t'es essoufflé, tu montes les escaliers, tu peux pas faire ça. Dépasse, sors de ta zone de confort, puis ça va t'amener, créer une ouverture sur la vie, là. Tu sais, c'est au-delà d'être en santé, au-delà de l'activité physique. C'est vraiment des beaux défis. Je fais un petit lien avec le Grand Défi Pierre Lavoie où l'objectif du Grand Défi Pierre Lavoie, c'est de faire bouger les jeunes. Pierre Lavoie s'est donné comme mission par un paquet d'événements puis d'initiatives de faire bouger les jeunes, de travailler en prévention finalement au niveau de santé publique, que les prochaines générations soient en meilleure forme, puis on sait que c'est des éléments qui sont protecteurs pour un paquet de maladies. Mais ce qu'on avait fait au Cégep de Trois-Rivières, c'est qu'on avait vraiment pris l'essence de ça et on avait focusé sur des jeunes qui avaient envie de se mettre à bouger. Des gens, on avait ramassé quand même, il y en a une couple qui avait déjà couru, là, ou qui étaient des sportifs, mais on avait mis énormément d'énergie à intégrer les gens qui étaient sédentaires puis qui avaient envie de bouger puis de se mettre à bouger. Puis ce qui est cool là-dedans, que ce soit ça, ou tu sais, je l'ai nommé tantôt, il y en a, quand tu t'embarques dans un défi où tu cours pas, mais que tu apprends à courir pour la cause ou pour le défi, ben après ça, l'enjeu, c'est qu'est-ce que tu vas faire après. Tu sais, est-ce que tu le fais juste pour ça, vraiment temporel, puis après ça, moi, je courrais plus parce que ce qui me faisait vibrer, c'était la cause pour laquelle je le faisais. That's it, c'est fini. Moi, ce que je trouve fabuleux,
c'est quand les gens continuent après, qui non seulement ils ont été capables de valoriser, de sensibiliser une cause, mais qu'après ça, c'est intégré, puis qu'ils ont découvert un plaisir à la course à pied, puis qu'ils l'intègrent dans leur quotidien, puis que ça devient partie prenante des sports qu'ils vont faire le restant de leur vie, ou du moins pour un bout de temps. Ça, je trouve ça vraiment magnifique, parce que, surtout comme coach, quand on est là, tu dis, OK, coach, j'ai réussi à transmettre une partie de ma passion assez significativement pour que la personne ait envie de continuer, puis trouve que c'est le fun. Puis tu l'as nommé tantôt, quand tu commences à courir, tu te dis, si bol, ça fait mal, puis tout. J'ai un collègue de travail qui me disait, quand il a commencé à courir il y a pas si longtemps, il dit, on dit, qu'est-ce qu'il trouve de le fun là-dedans? Ça fait mal. C'est pas le fun de courir. Puis il a passé au-delà de ça, de cette période-là au début où, premièrement, ton patron, souvent, il est pas optimal. T'en fais des fois peut-être un petit peu trop. Puis c'est vrai que c'est pas confortable. T'es vraiment hors de ta zone de confort, là, dans tes premiers, j'oserais dire, mètres de course même. Tu te dis, Colin, le monde qui font juste, mettons, on met ça à l'extrême des marathons pis qui ont du fun, non, ça se peut pas, là. Ça fait mal à chaque pas, tu sais. Mais, de dépasser ça, justement, t'es sorti de ta zone de confort, de continuer de persévérer dans le sport. Puis là, c'est là que t'atteins, une meilleure compétence, puis tu te rends compte que ça peut être franchement plaisant, puis ça fait plus mal si tu fais ça intelligemment. Ça, c'est cool. T'sais, voir des gens passer ce stade-là à l'initial, puis même après un défi, dire « OK, j'en retire des bénéfices personnels, puis j'ai le goût de continuer, puis j'ai le goût de me fixer un prochain objectif, qu'il soit de groupe ou personnel, dans le fond. » là. Puis l'avantage aussi peut-être de s'impliquer dans des causes comme ça ou des groupes, c'est que justement, les coachs, souvent, c'est prévu au programme. Ils sont déjà là. T'as pas à trouver ton coach. T'as pas à... Tous les professionnels de la santé dont tu as besoin sont déjà engagés. Je pense que même, idéalement, ça serait de débuter le sport dans un événement, bon, tout dépendamment du défi, là, de la grandeur du défi, mais c'est clair que tu pars bien coaché. Puis l'autre avantage, c'est intéressant, c'est que souvent, il y a plusieurs personnes. Tu sais, que ce soit, je prends un grand livre par là-bas où il y avait des coureurs qui avaient soit une expérience de coaching ou pas, mais qui avaient une expérience de course, mais il y avait aussi des profs d'édu qui étaient impliqués là-dedans, qui eux étaient compétents, puis étaient capables de surveiller certaines choses, hein, qui avaient vraiment qui sont soit des bacs en édu ou en kin, qui avaient vraiment les compétences pour que ce soit sécuritaire pour les gens, ou au niveau des demoiselles, où il y a encore là, il y a des kin, des coachs, des physios, des massos, des orthothérapeutes, ben, t'as plus qu'une personne. Fait que même si à la limite tu connectes pas avec une, t'as du choix. Oui, c'est qui ça. est cool. Fait Ouais. que tu peux te revirer vers une autre personne où tu dis OK, moi je connecte plus avec cette personne-là. Ça va être plus facile de développer un lien de confiance avec elle. Ben go, tu sais, versus, comme tu dis, des fois ça peut être gênant. Là. Tu choisis un coach, le trouver le bon. Ça peut prendre une couple d'essais. Mais là, t'as quand même une panoplie, puis tu peux les voir opérer. Puis c'est bon pour pendant, mais tu sais, c'est bon pour après aussi, là. Il y en a qui vont dire, ben OK, maintenant, lui m'intéresse comme coaching ou comme, ne serait-ce que comme style de coaching. Tu sais, si c'est pas cette personne-là qui va m'accompagner pour mon prochain défi après, ben je sais ce que je cherche. À la limite, cette personne-là peut me donner une référence ou du moins, je sais quoi chercher, puis je sais qu'est-ce qui m'allume, puis qu'est-ce qui marche bien avec moi. Là. Fait que c'est une belle opportunité, ça aussi, t'as raison. Puis tu profites aussi de l'expertise des coureurs. Tu sais, même si la personne, c'est pas un professionnel de la santé, ça fait X nombre d'années que cette personne-là court, ben, tu peux aller chercher des conseils aussi dans l'entourage, dans le groupe avec lequel tu cours. Ouais, puis tu sais, on le fait souvent ici sur le podcast de partager des trucs qui sont un peu moins conventionnels, je vais dire. Mais tu sais, normalement, dans une relation coach-coaché, la plupart du temps, les gens vont rester plus dans le formel. Là. Tu sais, voici ton plan de course, tu cours sécuritaire, etc. Mais tu sais, c'est pas tout le monde qui va être à l'aise de parler à son coach qui a une petite irritation ici et là, alors que c'est super important, là, tu sais, ça se fait très bien, mais c'est pas tous les coachs non plus qui sont à l'aise avec ça, d'en parler, alors que dans un groupe, mais tu vas frapper tellement une panoplie d'expériences que tu vas frapper quelqu'un, tu vas trouver une fille justement qui dit, ben moi, telle brassière, ça mérite, tout ça, j'ai essayé telle affaire, puis ça m'a aidé. C'est cool, ça, tu sais, de profiter de l'expérience puis de l'expertise des autres, là, même si c'est pas formel, là. Puis là, mettons, on a parlé de s'inscrire à un défi, de faire ce défi-là, mais qu'est-ce qui se passe après le défi? C'est quand même important d'en parler parce que quand tu as une vague d'amour, tu as une vague d'intensité, une vague de réussite, après ça, pouf, ça tombe silence, ton groupe est plus disponible, les gens retournent à leur quotidien. Donc, ça peut être quand même assez intense. Je vais parler un peu de l'aspect psychologique. Ça, c'est des choses, justement, avec les demoiselles, qui est parlé, passer la première moitié, de
prévoir ça, de se prévoir. Tu sais, je l'ai dit tantôt, ça prenait 50% de mon quotidien, de mon temps, de mon énergie. Faut le remplir, ça, ce 50%-là. Puis l'aspect social est super important. Fait qu'il faut continuer, faut maintenir ces liens-là qui vont avoir été développés. Puis on revient à ce qu'on a dit tantôt, tu sais, t'as toute la vague d'amour, d'admiration au départ quand tu l'annonces. T'as quand même une certaine quantité que t'as tout au long de ton défi. Quand tu réussis, t'as un autre gros wow. Est-ce que ça va être justement ta famille qui va être là avec tu sais, des fleurs ou whatever? Hey, cool, on vient de voir arriver. Fait que tu sais, là, tu le fais devant plein de gens. Cette finale-là qui, pour toi, tu sais, c'est pas une finale de mettons, un demi-marathon, c'est pas une course de 2h30 que tu viens de faire. Tu sais, c'est 8 mois d'entraînement que tu viens de closer, là. Fait que c'est gros, tu sais, il y a un gros poids émotionnel, je dirais, qui vient avec ça, avec finir un grand défi, parce que c'est tout un chapitre de ta vie, justement, que tu complètes, que tu closes. Puis les dépressions post-défi comme ça, c'est vraiment pas à négliger, là. Tu l'as nommé, tu sais, t'as tout l'amour du groupe, le soutien du groupe. Puis là, pouf, silence, tu tombes tout seul. Pourquoi je courais, moi? Pourquoi je continuerais? J'ai-tu besoin de ça? Les liens que t'avais, tu sais, il y a beaucoup de liens qui sont faits un peu dans l'informel, parce que dans les entraînements, tu parles à des gens, puis t'as des liens sociaux, puis tu les vois, mais c'est pas nécessairement quelqu'un que t'appellerais pour aller prendre un café, là. Mais tu les vois, puis tu sais, ces liens-là se développent quand même dans ces contextes-là. Puis là, tu tombes à zéro presque. C'est vraiment, vraiment, vraiment à faire attention, là. Tu sais, parce que tout le hype ou tout le buzz qu'il peut y avoir autour de ton événement, après ça, là, la chute, elle peut être vraiment brutale. C'est correct, tu sais, surtout d'un point de vue physique, ça va être important de prendre une pause après. Mais comment ça repart? Parce qu'au début, tu sais, tu l'as dit, tu mets 50% de ton énergie investie là-dedans. Ben, c'est sûr que ça fait un petit break après, là. Ouf, OK, la vie peut être un petit peu plus douce, un petit peu moins rapide pour 2-3 semaines. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, sans nécessairement te réengager dans un aussi gros défi, c'est pas obligé d'être des cycles aussi intenses, mais nécessairement, il faut que tu meubles ce temps-là puis que tu sois prudent sur toutes tes interactions sociales, je dirais, là. Parce que ce 50%-là de temps que tu as mis pour une année de demoiselle, par exemple, ben, tu as nécessairement laissé pour compte d'autres choses. Mm-hmm. Ça veut dire que tu t'es pas occupé de certaines amies, peut-être, qui couraient pas parce que tu avais moins de temps pour elles, parce que tu étais en train d'investir dans ton défi. Mais ça veut pas dire que 2 semaines après ton défi, ils sont à la porte puis ils sont bon, OK, c'est-tu mon tour? Est-ce que je reviens dans le décor? C'est pas nécessairement jetable, là. Fait que non, il y a un gros aspect. Faut être prudent, je pense, au niveau même, j'oserais dire, de la santé mentale post-défi comme ça, pour se garder sain, actif, puis continuer à avoir de bons liens sociaux. Puis ce qui s'ajoute à ça, c'est l'aspect physique, hein, l'aspect physiologique. Comme tu dis, il y a besoin d'une pause. Le corps a besoin d'une pause parce que oui, on a été entraîné, mais c'est hyper exigeant l'arrivée, la fin du défi. Donc, il faut qu'il y ait une récupération. Puis l'aspect mental où on sait que c'est terminé, il y a un shutdown qui se fait au niveau du corps, puis ça peut devenir impossible de courir. Tu peux ne pas être capable de tolérer aucun impact au niveau de tes articulations. Puis là, tu te dis, ben voyons, je suis plus capable. Puis là, mettons, tu laisses passer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Tu te dis, OK, mon coach m'a dit 3 semaines de récupération. Je pouvais réintégrer la course. Qu'est-ce qui se passe si ça fonctionne pas? Tu sais, si ça fait encore mal, si ton corps n'a pas terminé de récupérer. Donc, il y a cet aspect-là psychologique où tu avais beaucoup de capacités, puis tout à coup, physiquement, tu n'as plus tes capacités. Puis l'autre aspect que je voulais amener, c'est au niveau des neurotransmetteurs, au niveau chimique, hein, il se produit, on libère des hormones au niveau hormonal, au niveau des influx nerveux, au niveau du cerveau. Le fait d'aller courir, on le sait, ça a un effet antidépresseur hyper important. Donc, si tu courais 4, 5, 6 fois par semaine, puis que tout à coup, tu cours plus, ça se pourrait qu'il manque quelques neurotransmetteurs à quelque part ou un peu d'hormones du bonheur. Mm-hmm. Donc, cet aspect-là aussi est à ne pas négliger. L'aspect physique. Ça va faire même l'effet pareil comme un arrêt pour une blessure, justement. Là. Parce que tu perds justement toutes les hormones, le runner's high, là, tout le trip d'une post-course, que t'es bien, que tu files bien, tu l'as plus, ce fixe-là d'hormones. Effectivement, c'est pas à négliger. Puis même la reprise, tu te dis, OK, 3 semaines de break, mais
faut pas que tu repartes où t'étais, là. Non, c'est ça. Petite réintégration, puis cette pause-là est bénéfique, puis elle empêche juste, elle permet de réparer du moins toutes les petites lésions qui ont pu se faire, parce qu'un défi, c'est très, très exigeant, c'est taxant sur le corps, mais il faut que tu repartes intelligemment. Pas nécessairement 5 fois une, mais pas nécessairement, si t'as fait un demi-marathon, tu repars pas un entraînement de demi-marathon, boum, là, tu sais. On va baisser de distance, on va repartir, on va faire des petites, on va voir comment ton corps réagit. C'est là aussi que le bénéfice d'un coach est important. T'sais, si tu en avais un pendant ton groupe, ben ça vaut peut-être la peine d'en garder un après pour bien repartir, puis pas te rendre compte finalement, pas partir tout croche, puis faire comme finalement la course c'était peut-être pas pour moi. Ouais, t'es peut-être juste reparti tout croche après. Là. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est pas impossible. Puis ça fait aussi partie du futur épisode d'être coachable. Il y en a qui veulent toujours refaire exactement la même chose, toujours aller monter avec autant d'intensité puis garder un volume hyper élevé, mais à un moment donné, faut qu'il y ait une diminution. C'est une montagne russe, puis ça peut pas toujours monter aussi haut à chaque fois. On peut travailler des choses différemment, mais c'est ça. C'est plus que juste le défi. C'est pas juste 8 mois de course, puis après ça, il n'y a plus rien. C'est continuellement, d'année après année. Il faut que ça soit travaillé. Je pense qu'on a fait un bon tour, à moins qu'il y ait des sphères ou des zones où on n'est pas encore allé que tu voudrais parler. En fait, moi, c'était juste la dernière chose que je veux amener, c'est aux personnes qui peuvent avoir songé à s'inscrire dans un défi comme ça. Quelque chose, c'est une idée qui vous effleure l'esprit. Vous avez de l'expérience, mais c'est comme je devrais-tu pas. Ça sert à rien de revirer ça de tout bord, tout côté dans sa tête, de peser les pour, de peser les contre, de voir les avantages, les inconvénients. La seule façon de savoir si ça te convient, c'est de le faire. Donc, il s'agit juste de prendre une décision, je le fais ou je le fais pas. Peu importe que quelqu'un d'expérience te dise il va se passer ça, ça va être comme ça va être facile, ça va se faire. Peu importe que tu as écouté l'épisode du podcast, celui-ci ou l'autre avec les filles qui ont parlé des demoiselles, peu importe ce que tu te fais raconter de l'expérience, la seule qui existe, c'est la tienne. Fait que si tu as envie, j'ai envie de te dire, fais-le. Puis au pire, ça fonctionnera pas, mais arrête-toi pas à des idées, à des concepts. Pour vrai, on a juste une vie, puis si c'est quelque chose que t'aimerais explorer, la course à pied, c'est si simple comme sport, mais comme on en a parlé tout au long de l'épisode, ça peut être tellement complexe, puis ça peut être tellement enrichissant, côté social, psychologique, mental, physique. C'était ça le point que je voulais rajouter à la fin. C'est beau, c'est super ça. C'est une belle finale. Fait qu'on y va-tu avec nos plugs? T'as-tu une plug, Bill? Oui, j'ai une plug. Puis c'est quelque chose que j'utilise quand même depuis longtemps, mais vraiment de façon cyclique. C'est les Clif Block. Je mange pas beaucoup en course. Pour vrai, là, je me suis rendu compte. Au début, je pense que je mangeais beaucoup parce que le monde me disait qu'il fallait que je mange, puis que fallait pas, on dit bunker, là, frapper un mur, manquer d'énergie. Puis avec le temps, je me suis rendu compte que j'ai pas besoin de manger tant que ça. Mais reste que ça me prend un certain apport en énergie tout au long, surtout quand j'allonge vraiment beaucoup les distances. Mais les petits Clif Block, je les aime beaucoup. C'est un peu comme un jujube, là, mais tu sais, c'est un petit cube de glucides, mais ils sont plus petits. Versus les sachets de gel, où c'est 100, 120 calories. Pour moi, souvent, c'est trop. Je trouve ça gommant, puis j'ai de la misère à gérer, là. Je me beurre tous les doigts, puis ça finit mal. Puis souvent, c'est un pic de sucre que je trouve un peu trop gros. Tu sais, je file pas nécessairement bien. Alors que les petits Clif Block, c'est pas super naturel, là. C'est un bloc de glucides, on s'entend, là. Mais c'est comme 30 calories. Fait que je suis capable d'avoir une ingestion qui est beaucoup plus graduelle, puis pas me faire des pics puis des crashs de sucre. Ils ont quand même plusieurs saveurs. Il y en a, entre autres, avec de la caféine ou ce qui, tu sais, je suis pas vraiment tant porté vers ceux-là plus que d'autres choses. Je peux pas dire que j'ai senti un effet particulier. Puis il y en a même une saveur qui est, je pense, c'est melon d'eau salé, qui a plus de sel dedans. OK. Fait que pour ceux, des fois, qui ont besoin pour être une rétention d'eau un petit peu plus importante, là, d'avoir un apport en sel, vu qu'on en perd quand on court des très longues distances. Anecdote d'ailleurs, quand je fais de très longues distances puis qu'il fait un peu chaud, là, quand je finis, je viens la face littéralement blanche de sel salé ses tempes. Là. C'est croûté sur le côté parce que je suis du sel. Fait que il y a nécessairement une perte de sel. Elle est visible, ma perte de sel. Mais globalement, moi, c'est ça. Je prends ces petits blocs-là. J'en consomme quelques-uns dans ma course. C'est vraiment juste pour éviter des crashs, mais
Ça dépend de chacun. Hein. Encore une fois, ça c'est à tester. Il y en a qui vont avoir besoin d'un gel de 100 calories aux 5 km, puis il y en a qui vont faire des marathons sans rien manger ou presque. Là. Fait que c'est vraiment selon chacun. Fait que les petits Clif Block. Clif Block. Ouais. Puis toi, as-tu quelque chose à plugger à nos auditeurs? Oui, je vais plugger les ketones. En fait, c'est un produit que je prends, ça fait à peu près 4 mois. L'idée derrière ça, c'est d'amener le corps en cétose. Donc, l'état de cétose, on peut l'atteindre soit en faisant des jeûnes ou soit en ayant une quantité de glucides très minimum dans son alimentation. Puis là, ça, ce que ça vient faire, c'est que ça vient installer l'état de cétose dans ton corps. Fait qu'est-ce qui se passe quand le corps est en cétose? C'est que plutôt que d'utiliser les glucides comme substrat énergétique, il va utiliser les lipides, donc les graisses corporelles. Puis ça me ramène à ce que tu disais tantôt. Pendant la course, il peut y avoir des up and down de glucides au niveau de la glycémie. Surtout si tu es habitué de manger plein de jujubes pendant ta course ou avant, puis pendant le quotidien. Donc, si tu habitues ton corps à utiliser les gras comme substrat énergétique, on n'aurait pas besoin de consommer des glucides pendant la course. Fait que le fait de prendre des ketones, ça vient stabiliser la glycémie, ça vient rendre plus facile l'utilisation des glucides par le corps, donc par le fait même de le faire pendant la course. Donc, c'est ce que j'ai installé dans mon quotidien depuis quelques mois, les ketones. Hey, c'est cool parce que, dans le fond, c'est ça l'équilibre, je pense. T'sais, toi, t'as plugué quelque chose qui permet de moins utiliser les glucides, puis moi, j'ai plugué un bloc de glucides, littéralement. Exactement. Mais ça pourrait être quelque chose, je suis certain que nos auditeurs, ça serait intéressant. Tu sais, c'est pas la première fois qu'on entend parler, que les gens nous parlent de nutrition, pis tout ça, puis il y a tellement d'écoles de pensée, je dirais, en nutrition, puis il y a plusieurs manières de faire. Moi, je pense qu'il n'y a pas juste une bonne manière. Encore une fois, il y a une bonne manière pour chaque personne, puis il y a une bonne manière selon ce que tu es en train de faire. Fait que ce sera peut-être un sujet, justement. Ça serait intéressant, ça, de creuser ça. Mais tu vois, là, on est vraiment dans très polarisé dans les extrêmes. Oui. Ouais, c'est ça, sans être parlé, finalement. C'est bon bout. Ouais, je trouve ça fun, effectivement. Sur ça, qu'est-ce qu'on dit à nos auditeurs, Coach Isa? On souhaite bonne course. Ici Coach Frank. Avant de vous quitter, si vous avez aimé cet épisode, une bonne façon de nous aider, c'est de partager cet épisode avec un ami. Bien sûr, vous inscrire au podcast, nous laisser un review 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify serait énormément apprécié. Hey guys, like and subscribe.